On l'a gravé dans la pierre il y a 5000 ans, et ces graveurs n'étaient même pas les premiers. Un récipient rigide, une anse recourbée, tenue avec une poigne délibérée et volontaire par des créatures qui, selon tous les manuels académiques, n'auraient jamais dû exister sous cette forme représentée. Des figures ailées, des êtres, des êtres à tête d'aigle, des entités aux traits humains émergeant de corps de poisson, et dans leurs mains, toujours le même objet, les proportions, la même forme structurée. Mais voici le détail qui change tout. Sur 12 000 ans de sculpture, à travers 3 continents, dans des cultures qui n'ont jamais eu de contact connu entre elles, aucune n'a jamais montré ce qui se trouvait à l'intérieur. Pas une seule fois, nulle part. Le sac reste fermé dans chaque représentation, sur toute l'étendue de l'art humain enregistré. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix délibéré. Et la raison derrière cela est plus étrange et plus troublante que tout ce que le récit officiel n'a jamais proposé. L'objet qui ne devrait pas exister. L'archéologie traditionnelle a passé un siècle à balayer cette image d'un revers de main. Un sceau, disent certains. Un récipient rituel, avancent les chercheurs. Un simple attirail religieux ordinaire. Rien d'extraordinaire. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais le schéma refuse de se plier à cette explication. L'objet apparaît dans des lieux qui n'ont rien de commun, ni géographiquement, ni chronologiquement, ni culturellement. Il est porté par des êtres que plusieurs civilisations anciennes décrivent en des termes presque identiques. On retrouve une imagerie presque semblable à travers des distances de temps et d'espace qui rendent toute idée d'influence directe quasiment impossible. Et plus on suit cette piste en profondeur, plus cela ressemble non pas à une coïncidence, mais à une décision prise à un moment donné par quelqu'un de fermer ce sac et de veiller à ce qu'il reste fermé. Voici le mystère du sac à main des dieux. Et 12 000 ans après sa première gravure dans la pierre, nous ne savons toujours pas ce qu'il contenait. Les instructeurs de l'humanité. Notre récit démarre en Mésopotamie, cette terre située entre le Tigre et l'Euphrate, dans l'Irak actuel. C'est précisément là que la civilisation occidentale situe ses toutes premières racines. Les premières villes, le premier système d'écriture, les premières lois codifiées. Les Sumériens ont posé les fondations architecturales du monde antique dès environ 6000 ans, léguant des milliers de tablettes d'argile gravées en écriture cunéiforme, documentant avec une précision remarquable leur commerce, leur littérature, leur mythologie et leurs croyances. Au cœur de ces croyances se cache une catégorie d'êtres que presque personne, hormis les spécialistes de l'assyriologie, ne connaît, les Apkallu. Ces derniers, n'étaient pas de simples mortels. Les textes espélés, les textes sumériens et babyloniens anciens les décrivent comme des sages semi-divins, servant de messagers entre les dieux et les hommes. C'est eux qui auraient transmis la civilisation elle-même, l'écriture, les mathématiques, l'agriculture, l'architecture et le droit, après qu'un déluge catastrophique eût anéanti l'ordre du monde précédent. Selon les textes anciens, ils furent au sens le plus littéral les véritables fondateurs de tout ce que nous appelons le progrès humain. Musique. Dans l'art mésopotamien, les Apkallu se manifestent sous plusieurs formes distinctes. Certains apparaissent comme comme des humains ailés vêtus de robes cérémonielles élaborées. D'autres possèdent une tête d'aigle surmontant un corps humain, et d'autres encore sont représentés comme des hommes poissons, mêlant simultanément un corps de poisson et des traits des humains. Cette dernière forme nous mène directement vers l'une des figures les plus extraordinaires de toute la mythologie antique. Il se nommait Oannès. Le prêtre babylonien Bérose, écrivant en grec vers 278 avant notre ère, mais puisant dans des sources sumériennes déjà anciennes à son époque, décrivit Oannès en des termes physiques précis. Il possédait un corps de poisson, mais sous sa tête de poisson se trouvait une tête humaine. Des pieds humains émergeaient de sa queue de poisson. Durant la journée, il quittait les flots pour rejoindre la terre ferme et enseigner aux hommes l'écriture, la géométrie, les arts, l'agriculture, l'urbanisme ainsi que les systèmes juridiques. À la tombée de la nuit, il regagnait la mer. Son apparence physique, mi-poisson, mi-humain, faisant perpétuellement le lien entre deux mondes, se révèle assez précise pour laisser penser qu'elle conservait le souvenir authentique de quelque chose, même si l'on ne peut affirmer avec certitude de quoi il s'agissait. Le détail crucial, celui qu'on ne peut écarter facilement par la raison,
concerne ce que les Owans comme les Upkalu tiennent systématiquement dans leur représentation. Dans l'art mésopotamien, à travers des millénaires, sur les salles du trône, les reliefs des temples et les sceaux cylindres de toute cette civilisation, les instructeurs divins de l'humanité portent invariablement le même objet dans une main, un récipient structuré, doté d'une anse courbée, aux proportions comparables à celles d'un sac moderne, et dans l'autre main, souvent, un objet conique que les archéologues interprètent comme un applicateur destiné à un liquide rituel. L'explication officielle parle du bandu, un seau rituel utilisé lors des cérémonies de purification. Le cône servait à appliquer l'eau ou l'huile sacrée, le seau contenait le liquide, un simple outil de purification religieuse, pratique, explicable, rassurant. Mais trois problèmes persistent. D'abord, ceux qui portent cet objet ne sont pas des prêtres, ce sont les Upkolu, ces êtres à qui l'on attribue la fondation même de la civilisation. On les retrouve dans les lieux les plus sacrés de la culture mésopotamienne, encadrant l'arbre de vie, gardant les trônes royaux. Les fondateurs de l'écriture, des mathématiques et du droit auraient-ils vraiment traversé des millénaires d'art en étant surtout célébrés pour transporter des seaux d'eau ? Ensuite, la forme de l'objet ne correspond pas à celle d'un seau. Dans l'art ancien, les seaux ont une large ouverture et un contenu visible. Or, ce que tiennent les Upkalu présente une forme rigide et structurée, munie d'une poignée conçue pour le transport, non pour verser un liquide. Les proportions correspondent à celles d'un contenant destiné à protéger quelque chose de précieux et de transportable, quelque chose qu'on ne voudrait surtout jamais renverser. Troisièmement, et c'est là que le mystère éclate complètement, le même symbole apparaît dans des endroits que l'influence religieuse mésopotamienne n'aurait jamais pu atteindre. Le site qui a bouleversé la chronologie se trouve dans le sud-est de la Turquie, sur une colline aride que les paysans locaux longeaient depuis des générations sans jamais s'y arrêter. Les archéologues y ont fait la découverte la plus perturbante du siècle dernier. Göbekli Tepe, d'imposants piliers de calcaire en forme de T, disposés en enceinte circulaire, ornés de gravures complexes représentant des animaux, des symboles abstraits et des figures humanoïdes. Un site cérémoniel élaboré, construit avec une planification manifeste, une intention artistique raffinée et une maîtrise technique impressionnante. Il a plus de 12 000 ans. Relisez bien ce chiffre. 12 000 ans. Cette date ne se contente pas de remettre en question la chronologie habituelle de la civilisation humaine, elle la démolit entièrement. Göbekli Tepe précède l'invention supposée de l'agriculture d'au moins 1000 ans. Il précède la poterie. Il précède les établissements permanents. Il précède tout ce que nos modèles jugeaient indispensable avant que les humains puissent organiser le travail et la coordination technique nécessaires à la construction d'une architecture monumentale en pierre. Le site fut fouillé à partir de 1994 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt de l'Institut archéologique allemand qui y travailla jusqu'à sa mort en 2014. Schmidt lui-même affirmait que ce site prouvait que ce n'était pas la civilisation qui avait engendré la religion, mais bien l'inverse. La religion, ou du moins le rituel communautaire organisé, avait engendré la civilisation. Les implications de ce renversement sont à elles seules considérables. Mais Schmitt avait également remarqué un fait que le monde universitaire peine encore à pleinement assimiler. Le site avait été délibérément enseveli. Il y a environ 10 000 ans, les bâtisseurs de Göbekli Tepe ont volontairement enseveli leur site, recouvrant les piliers de gravats et de terre dans ce qui semble avoir été un geste délibéré de dissimulation ou de préservation. Ils l'ont enterré exprès. Or, parmi les gravures ornant ces piliers antiques, réalisées par Rodin par des populations qui, selon le modèle académique classique, n'auraient été que de petites troupes de chasseurs-cueilleurs primitifs luttant pour survivre à la fin de l'ère glaciaire, on retrouve le symbole du sac à main, le même contenant structuré, la même poignée arquée, les mêmes proportions. Il ne s'agit pas là d'un sceau rituel mésopotamien. Göbekli Tepe a été construit au moins 7000 ans avant l'émergence de la civilisation sumérienne. Quelle que soit la signification que ce symbole revêtait pour ceux qui l'ont sculpté dans ces pierres vieilles de 12 000 ans, cela n'avait rien à voir avec les rites de purification babyloniens. Rien à voir non plus avec la religion mésopotamienne en général. Et pourtant, 7000 ans plus tard, les Sumériens gravaient ce même objet précis dans les mains des êtres censés avoir enseigné à l'humanité l'art de bâtir des civilisations. Qu'est-ce qui relie ces deux points à travers 7 millénaires d'histoire humaine ?
le même symbole à l'autre bout du monde. Si l'apparition du sac à main à Göbekli Tepe met déjà à mal l'explication conventionnelle, ce qui suit la brise complètement. Dans l'État mexicain de Veracruz, sur l'ancien site Olmec de la Venta, se dresse un monument de pierre nommé Stèle numéro 19. Sculptée il y a environ 3000 ans, elle représente une figure debout, vêtue d'un habit cérémoniel élaboré, engagée dans ce qui ressemble à une interaction rituelle avec un serpent à plumes, l'un des symboles les plus puissants de toute la tradition religieuse mésoaméricaine. Ce même ensemble symbolique réapparaîtra plus tard sous le nom de Quetzalcoatl dans la culture aztèque et de Kukulkan dans les croyances mayas. Dans sa main, cette figure tient ce qui semble être exactement le même sac à main. La civilisation Olmec, largement considérée comme la culture mère des civilisations mésoaméricaines, s'est développée en totale isolation par rapport au Proche-Orient ancien. Aucune preuve crédible d'un contact entre la culture Olmec et la civilisation mésopotamienne n'existe. Leurs systèmes d'écriture ont évolué de façon indépendante. Leur calendrier aussi. Leur tradition architecturale, leur symbolique religieuse, leur organisation sociale, tout cela cela est né dans un contexte entièrement séparé de ce qui se passait dans l'ancien Proche-Orient. Et pourtant, le sac à main est bien présent. La civilisation toltèque, apparue des siècles après les Olmecs, représentait elle aussi des objets similaires. Dans l'ancienne cité de Tula, au centre du Mexique, des figures sculptées portent des récipients semblables à des sacs, dans des postures qui rappellent étrangement les abkallus mésopotamiens, avec une ressemblance structurelle troublante. La même position du bras, la même prise en main, le même sens du geste. La réponse habituelle face à ce parallèle est la coïncidence. Mais une coïncidence suppose une variation aléatoire. Si plusieurs cultures isolées avaient inventé indépendamment ce symbole, cette variation aléatoire aurait dû produire des symboles différents, liés à des concepts différents. Or, dans chaque culture où cet objet apparaît, le contexte reste identique. Il se trouve toujours entre les mains d'êtres divins pleins d'ardeur. Il est toujours associé aux origines du savoir. Il est toujours lié au moment précis où la civilisation elle-même fut transmise à l'humanité. Cette combinaison précise entre porteur, objet et signification se répète avec une constance que le hasard seul ne peut expliquer. Les Maoris de Nouvelle-Zélande conservent un mythe où le dieu Tan s'éleva jusqu'au plus haut des cieux pour en rapporter 3 corbeilles, contenant chacune une catégorie différente de savoir divin. Cette structure parallèle, celle d'êtres divins porteurs du savoir ayant fondé la civilisation, apparaît sans aucun mécanisme plausible de transmission entre le Moyen-Orient et le Pacifique. Dans l'Égypte ancienne, le symbole de l'Ankh, représentant la vie et le pouvoir divin, a été comparé par des chercheurs, dont l'égyptologue et savant indépendant Lered Scranton, au sac à main dans sa configuration visuelle. Les dieux égyptiens sont fréquemment représentés tenant l'Ankh par sa boucle, dans une posture presque identique à celle avec laquelle les Apkaalus saisissent leur sac. La boucle au sommet de l'Ankh fait écho à la poignée courbée. Le corps du symbole reflète, lui, la partie inférieure structurée. Ce qui se dégage à travers plusieurs continents et plusieurs millénaires n'est pas une dispersion aléatoire d'inventions indépendantes. C'est un motif récurrent, et des motifs aussi précis ne naissent pas de nulle part. Le problème de la théorie du sceau. Avant d'aller plus loin, il convient de prendre au sérieux l'explication dominante, car l'honnêteté intellectuelle exige de confronter la version la plus solide de l'argument qu'on remet en question. L'explication du sceau rituel n'est pas dénuée de fondement. Les pratiques religieuses mésopotamiennes accordaient effectivement une grande place à la purification rituelle. L'eau et l'huile sacrée étaient utilisées lors de cérémonies nécessitant des récipients et des applicateurs précis. Certains sceaux cylindres montrent bien des scènes évoquant des contextes de purification où apparaissent des objets ressemblant à des sceaux. Cette explication tient la route dans le cadre restreint des études religieuses mésopotamiennes, mais elle s'effondre dès qu'on tente de l'appliquer au schéma plus large. Un sceau rituel propre aux pratiques purificatrices d'une culture ne peut expliquer pourquoi le même objet, aux proportions identiques, apparaît à Göbekli Tepe 7000 ans avant l'existence même de cette culture. Cela n'explique pas pourquoi les Mémèques, situés à l'opposé exact de la planète, sans aucun contact connu avec la Mésopotamie, ont représenté le même objet entre les mains de leurs figures les plus sacrées. Cela n'explique pas non plus
Pourquoi les contextes précis dans lesquels apparaît cet objet toujours divin, toujours lié à la transmission du savoir, toujours rattaché aux origines des civilisations, restent identiques d'une culture à l'autre? La théorie du sceau rituel rend compte d'une partie des indices mésopotamiens. Elle n'explique rien du reste. Or, en archéologie, une explication qui ne couvre que 10% des données n'en est pas une véritable. C'est tout au plus un point de départ, laissant l'essentiel du travail encore à accomplir. Voici les 4 théories concernant ce que contenait réellement ce récipient. Dès lors qu'on admet l'insuffisance de l'explication classique, une question occupant les chercheurs depuis des décennies s'impose d'elle-même. Que renfermait vraiment ce sac? L'hypothèse la mieux ancrée dans les faits archéologiques est celle de la réserve de graines. Le moment choisi est frappant de précision. Göbekli Tepe fut érigé à la charnière entre le Pléistocène et l'Holocène, exactement lorsque l'ère glaciaire s'achevait de façon brutale. Le niveau des mers montait, les écosystèmes s'effondraient, et les populations survivantes devaient réinventer l'agriculture sur un territoire complètement transformé. Un contenant transportable, renfermant des semences préservées et un savoir agricole, aurait alors constitué l'objet le plus précieux qu'un rescapé de cette période pouvait posséder. Il aurait été sacré au sens le plus concret du terme, représentant la frontière entre la survie et la disparition d'une civilisation. Cette hypothèse colle parfaitement à la chronologie de Göbekli Tepe, tout comme au récit des Apkallu, ces êtres ayant enseigné l'agriculture à l'humanité après une catastrophe planétaire. C'est l'explication la plus économique, celle qui ne nécessite aucune technologie dépassant ce que l'on sait avoir existé. Mais certains chercheurs avancent une hypothèse plus audacieuse. La théorie de la source d'énergie portable naît d'une interrogation à laquelle le courant dominant n'a jamais apporté de réponse satisfaisante. Comment les peuples anciens ont-ils pu bâtir ce qu'ils ont bâti avec les outils qu'on leur prête? La précision des alignements architecturaux mésopotamiens, l'ampleur des constructions à Göbekli Tepe, la sophistication technique que révèlent des Stronans alignés, des structures issues de multiples civilisations anciennes. Certains chercheurs estiment que ces prouesses et trahissent donc des capacités que nous n'avons pas encore pleinement identifiées. Si le sac à main renfermait une technologie capable d'amplifier ou de diriger l'énergie d'une manière qui nous échappe encore, cela expliquerait à la fois le statut sacré de l'objet et son lien constant avec les êtres à l'origine des plus grandes réalisations de l'humanité naissante. Cette idée demeure hypothétique, mais elle ne l'est pas davantage que les anomalies qu'elle tente d'éclaircir. La troisième théorie s'avère plus troublante encore. L'hypothèse de la trousse génétique s'appuie sur des textes anciens, issus de diverses cultures, qui décrivent les dieux non seulement en train d'enseigner à l'humanité, mais aussi de la façonner. Les mythes sumériens de la création évoquent les Anunnaki, les divinités suprêmes du panthéon sumérien, modelant les humains à partir d'argile mêlée à une substance divine. Des thèmes similaires apparaissent dans la mythologie babylonienne, dans certains récits égyptiens de la création, ainsi que dans des légendes du monde entier. Si ces récits conservent le souvenir d'une véritable intervention biologique, une modification des capacités cognitives ou physiques humaines par une intelligence extérieure, le sac à main aurait pu contenir les matériaux ou les instruments servant à cette intervention. Cela expliquerait son statut sacré suprême, son lien avec les origines de l'humanité et la décision universelle de ne jamais représenter son contenu. La quatrième théorie est celle que à peu près aucun universitaire sérieux n'ose aborder de front. L'hypothèse de l'appareil d'expansion de conscience suggère que ce sac à main renfermait une technologie conçue pour transformer la perception humaine afin de stimuler ou d'ouvrir l'accès à des capacités neurologiques que l'expérience ordinaire laisse endormies. L'art mésopotamien antique regorge d'images que certains chercheurs, dont l'auteur Graham Hancock dans ses travaux sur l'usage de substances psychoactives au sein des pratiques religieuses anciennes, interprètent comme des allusions à des états de conscience modifiés provoqués volontairement lors de cérémonies sacrées. La glande pinéale, liée dans de nombreuses traditions anciennes de la Mons et s'amenant à la vision spirituelle et à la perception du divin, apparaît dans des représentations que certains rattachent au contexte rituel des Apkallu.
Si ce sac contenait une substance ou une technologie capable de produire des expansions fiables et maîtrisées de la conscience humaine, cela expliquerait pourquoi son contenu était jugé trop sacré pour être représenté et pourquoi les êtres ayant transmis ce pouvoir furent ça gravés dans les mémoires comme les fondateurs même de la civilisation. Pourquoi ce symbole a-t-il fini par disparaître? Si ce sac occupait une place aussi centrale dans la tradition sacrée antique, la question à laquelle le récit officiel n'a jamais répondu est aussi la plus révélatrice. Pourquoi s'est-il effacé? Le symbole se manifeste avec force à Göbekli Tepe. On le retrouve à travers toute la civilisation mésopotamienne sur des millénaires. Il orne l'art mésoaméricain dans plusieurs cultures distinctes, puis peu à peu il se raréfie. Les civilisations postérieures ne le représentent plus avec une fréquence ou une importance cérémonielle comparable. Ce qui fut jadis essentiel au langage visuel du savoir divin s'estompe lentement avant de disparaître totalement. L'explication la plus simple reste celle d'un départ. Si les Akalus et leurs équivalents retrouvés dans d'autres traditions avaient réellement existé, qu'ils aient été divins, extraterrestres ou rescapés d'une civilisation anéantie, il se pourrait qu'ils aient achevé la mission, les ayant mis en contact avec les populations humaines, puis se soient retirés. Le symbole a subsisté dans la mémoire collective pendant des générations, avant de s'estomper à mesure que ces êtres glissaient du vécu réel vers le mythe. Mais une hypothèse plus sombre existe. Lorsque les institutions religieuses organisées se sont développées et ont consolidé leur pouvoir en Mésopotamie, en Égypte, puis dans les civilisations méditerranéennes naissantes, elles avaient de solides raisons institutionnelles d'étouffer toute tradition attribuant l'origine des civilisations à des entités extérieures à leur propre cadre théologique. Si le symbole du sac à main était lié à des porteurs de savoir dont l'autorité précédait et dépassait celle des dieux d'un clergé particulier, ce symbole représentait alors une menace directe pour les monopoles religieux sur la vérité et l'accès au divin. L'étouffer n'était pas de la paranoïa, mais une véritable stratégie politique. La bibliothèque d'Alexandrie, détruite par étapes entre le 1er siècle avant notre ère et le 7e siècle de notre ère, aurait contenu des textes traitant de sujets bien plus vastes que ce qui a survécu aux multiples incendies et pillages. La destruction des codex aztèques par l'évêque Diego de Landa en 1562, un acte qu'il regretta lui-même en partie par la suite et qu'il a consigné, a fait disparaître des archives irremplaçables de savoir précolombien. Ce schéma de destruction délibérée du savoir traverse toute l'histoire écrite. La disparition du sac à main de l'art sacré s'inscrit dans cette même logique, vient alors l'hypothèse de la civilisation perdue. La théorie qui relie tous ces éléments est précisément celle que l'archéologie officielle refuse d'admettre, celle que les preuves accumulées rendent pourtant de plus en plus difficile à écarter. Et si les êtres représentés portant ce sac n'étaient pas des dieux surnaturels au sens théologique du terme, non pas des extraterrestres, mais des survivants. Des survivants d'une civilisation humaine ayant existé avant la fin catastrophique de l'ère glaciaire et ayant atteint un niveau de développement que la chronologie officielle ne peut expliquer. Les preuves soutenant cette hypothèse se sont multipliées ces dernières décennies. Göbekli, comme mentionné, a démontré que des constructions monumentales complexes existaient déjà il y a au moins 12 000 ans, bien avant ce que le modèle conventionnel admettait. Des relevés sous-marins menés au large de l'Inde, du Japon et de la Méditerranée ont mis en évidence des structures architecturales englouties, situées à des profondeurs correspondant à des littoraux antérieurs à la montée des eaux post-glaciaires, laquelle atteignit environ 120 mètres. Le géologue Robert Schoch, connu notamment pour son analyse des marques d'érosion hydrique sur le Grand Sphinx de Gizeh, laissant supposer une origine bien plus ancienne que ne le prétend la chronologie admise, affirme depuis des décennies que des preuves d'une civilisation antérieure existent, mais qu'elles sont systématiquement écartées par un milieu scientifique trop attaché à la version établie de l'histoire. La climatologie a confirmé que la fin de l'ère glaciaire ne fut pas progressive. Elle s'est traduite par une série d'événements brutaux et destructeurs, des variations soudaines de température, des inondations massives, un effondrement des écosystèmes, autant de bouleversements qui auraient réellement pu anéantir toute civilisation humaine avancée présente à cette époque. L'hypothèse de l'impact du Dryas récent
Appuyé par un nombre croissant de preuves géologiques telles que des anomalies de platine, des nanodiamants et du quartz choqué retrouvés dans des couches sédimentaires datées d'environ 12 800 ans, propose qu'une comète fragmentée ait percuté la calotte glaciaire laurentidienne, déclenchant une série de désastres correspondant au mythe du déluge retrouvé dans les cultures du monde entier. Dans ce cadre, le sac serait la relique de ce qui a pu être sauvé de cette catastrophe. Les survivants de la civilisation antérieure au cataclysme transmettaient tout ce qu'ils avaient réussi à préserver, savoir, nza, technologie, matériaux biologiques, aux populations dispersées qu'ils rencontraient sur une planète dévastée. Ils enseignaient à ces peuples comment tout reconstruire. On se souvenait d'eux comme d'êtres divins venus de la mer ou descendus du ciel, car ils arrivèrent de lieux et possédaient des capacités que ceux qu'ils croisaient ne pouvaient tout simplement pas concevoir. Et ce qu'ils transportaient avec eux, le bien le plus précieux qu'ils possédaient, ils le gardaient dans un contenant structuré muni d'une poignée courbée. L'Apkallu, Oannes, l'ambassadeur Olmec, le dieu Maui, avec ses 3 paniers, les figures toltèques de Tula. Il s'agit peut-être tous du souvenir d'un même peuple, à travers des cultures différentes, des langues différentes, des siècles différents, mais gardant la même mémoire transmise sous la seule forme accessible à ceux qui ignorèrent l'écriture. Le récit, le symbole, la pierre, l'avertissement que nous n'étions jamais censés déchiffrer. Et c'est ici que le mystère dépasse la simple curiosité historique. Si la civilisation porteuse de ce sac a été anéantie par une catastrophe, et les preuves géologiques suggèrent de plus en plus qu'un événement catastrophique s'est bien produit il y a 12 000 ans, une question surgit, presque trop dérangeante pour qu'on l'accepte. La technologie contenue dans ce sac était-elle liée à cette destruction ? L'impact du dryas récent, quelle qu'en soit la cause exacte, coïncide presque parfaitement avec la construction, puis l'enfouissement volontaire, de Göbekli Tepe. Le site fut bâti au tout début de cette période catastrophique. Il fut ensuite délibérément enterré alors que le pire se déroulait. Comme si ceux qui l'avaient construit devaient dissimuler ce qu'ils savaient avant que ce qui approchait ne les rattrape. Des mythes anciens venus de cultures aux 4 coins du globe ont décrit la destruction des mondes précédents non pas comme de simples catastrophes naturelles, mais comme les conséquences d'un jugement divin, souvent provoqué par le comportement humain, par un mauvais usage du savoir ou du pouvoir. Les chercheurs modernes, Imon Satoa, y voient dans Rae des tentatives primitives d'expliquer des phénomènes météorologiques. Mais que se passerait-il si ces récits conservaient quelque chose de plus précis ? Le souvenir d'une civilisation ayant développé des capacités qu'elle n'avait pas la sagesse de maîtriser. Qui a construit des choses qui fonctionnaient jusqu'au jour où elles ont cessé de fonctionner et qui a payé un prix ayant remis à zéro tout le projet humain. Le sac à main devient alors bien plus qu'un simple symbole d'offrande. Il devient un avertissement. Les êtres qui le portaient n'étaient pas de simples enseignants généreux. C'étaient des survivants qui savaient exactement à quoi ressemblait, de l'intérieur, un savoir dévoyé. Ce qu'ils apportaient avait une double nature, capable de bâtir une civilisation, capable aussi de la détruire. Et leur choix de ne jamais représenter le contenu de cet objet à travers 12 000 ans d'art et dans chaque culture ayant gardé leurs souvenirs fut peut-être la décision la plus délibérée de toute l'histoire humaine. Un choix consistant à transmettre la capacité tout en dissimulant le plan. Aujourd'hui, nous construisons une intelligence artificielle qui redéfinit ce que signifie l'intelligence. Des outils génétiques capables de modifier le code même de la vie. Des technologies énergétiques qui surpassent en ça tout ce que les siècles précédents pouvaient imaginer. Selon presque tous les critères mesurables, nous sommes plus puissants que n'importe quelle civilisation de l'histoire connue. Il est possible aussi que nous soyons déjà passés par là. Le sac à main des dieux est gravé dans la pierre sur un site vieux de 12 000 ans, puis délibérément enseveli. Il est porté par des êtres nés d'une catastrophe, venus enseigner aux survivants comment reconstruire. Il apparaît chez des cultures réparties sur 3 continents, censées n'avoir jamais eu aucun contact entre elles. Et jamais son contenu n'a été montré. Pas une seule fois, nulle part, en 12 000 ans. La réponse demeure gravée dans la pierre. Nous n'avons simplement pas encore réappris à le déchiffrer. Alors, selon vous, que renfermait-il vraiment ? Une réserve de graines destinée à permettre à l'humanité de tout recommencer ? Une technologie si puissante qu'elle aurait anéanti un monde avant le nôtre ?
Un avertissement dissimulé sous les traits d'un cadeau, ou peut-être un cadeau devenu avec le temps un avertissement. Partagez votre théorie en commentaire, car après 12 000 ans, cette énigme appartient désormais à chacun de nous. Et la possibilité la plus troublante, c'est peut-être que cette réponse ait toujours été destinée à surgir précisément maintenant.